Alors, bienvenue à ce 7e épisode de La Tête à Papineau. On est bien content de vous avoir parmi nous encore pour un autre épisode. Je suis maintenant accompagné de Julie, Charlie et cette fois-ci Solène, notre gagnante locale du concours Ma thèse en 180 secondes de l'Université de Sherbrooke. Comment allez-vous aujourd'hui? Très très bien, merci de m'avoir invité. Ça fait plaisir. Charlie, Julie, comment on se sent aujourd'hui? Tout va toujours bien, comme d'habitude. Et moi c'est pareil, tout va toujours bien. Et toi? Personne t'a posé la question. Ah ben c'est bien poli ça. Ben oui, ça va super bien. Encore vraiment content de poursuivre ce projet-là de La Tête à Papineau, le podcast Bistro Brain. On vous rappelle là, un épisode une fois par mois avec chronique, actualité et entrevue. C'est vraiment un plaisir à chaque fois de faire ce projet-là qui amène Bistro Brain à de nouveaux horizons. Et en prévision d'aujourd'hui, à notre 7e épisode, on va avoir tout d'abord une chronique avec Julie qui nous amène encore une fois autour du monde. J'irais même jusqu'à dire l'espace qui va nous parler. Comment t'as appelé ça aujourd'hui, Julie? Et bien j'ai appelé ça Comment vit-on dans l'espace. Vous allez en savoir un peu plus tout à l'heure. D'accord, merci. Et vous aurez compris également là, qu'en fin d'entrevue, on va avoir Solène pour notre segment là, avec Charlie. Donc, j'aimerais aussi là, faire un petit retour là, sur nos dernières activités de Bistro Brain. On a eu deux événements, comme vous savez, en cette fin d'année. On chôme pas, on fait deux événements par mois. Donc, on a eu droit à un événement passé, futur et Québec en santé. Personnellement, moi, j'ai un petit highlight à nommer là, pour Québec en santé. On a une présentation de Pierre-Luc de Chantal qui nous parlait d'une une application qui regroupait d'autres applications pour gérer la santé mentale, mais en fait, toutes ces applications-là étaient revues et révisées selon des standards scientifiques. Donc, c'est vraiment quelque chose en montée de popularité. Et elle nous a présenté un peu là, justement les retombées de ça. Je trouve que c'est vraiment un bon outil pour la communauté de la santé mentale. Sinon, je sais pas, est-ce que vous aviez des petits highlights pour passer futur? Moi j'en avais un pour passer futur, je pense que ma présentation préférée ça a été celle de Julien Basile. De mémoire je pense que c'était la première qui est passée à l'événement, où il parlait du lien entre Assassin's Creed et les pirates, et je trouvais justement ce lien entre le jeu vidéo puis l'historique des pirates vraiment, vraiment hyper intéressant. Super, merci. On a également eu Charlie qui a lui-même présenté à Passé Futur. Encore une fois, Charlie, tu t'es aperçu de ton expérience pour les gens qui voudraient présenter à l'avenir à Bistro Brain? Oh bah, c'est toujours un plaisir. Je compte plus à laquelle j'en suis. 5, 6e présentation, peut-être, quelque chose comme ça. Mais j'adore ça. Puis c'est vraiment des sujets cool. Puis je me fais plaisir. C'est vraiment des sujets que j'adore. J'ai pas mal parlé du futur en général là, dans mes présentations. Au final, je pense qu'il y en a 3 sur les 6 qui parlaient de ça au final. Puis c'était vraiment, vraiment cool. Puis ça a été bien reçu. Donc c'est que ça a plu aussi. C'est ça le plus important. Tout à fait, je le confirme. C'était vraiment plaisant à écouter, puis stimulant. On parlait entre autres là, de voitures volantes, une espèce de mythe là, toujours à déconstruire. Puis de point de vue pratique également, j'ai pas mal apprécié là, de parler d'un peu de l'application d'autoroute du ciel. C'était un peu un concept farfelu. Mais bon, revenons à notre émission aujourd'hui de La Tête à Papineau. Je te laisserai la parole, Julie. Eh bien tout à fait, donc moi je vais vous introduire à mon petit sujet du jour qui est donc comment vivons-nous dans l'espace. Alors pour ça je vais commencer par vous poser une première question. Dans le début de votre journée, vous vous levez de votre lit. Qu'est-ce que vous diriez si je vous annonçais qu'en fait votre lit, il était plus horizontal mais vertical? Comment est-ce que vous pensez que vous le vivriez? Sur Terre ou dans l'espace? Parce que si c'est sur Terre, je suis déjà la tête par terre. Dans l'espace, mettons, dans l'espace. Ben, moi, personnellement, je pense que c'est une bonne façon de commencer une journée parce qu'on commence non pas la journée du bon pied, mais en effet des deux pieds. Effectivement, très bonne réponse Alexis, tout à fait. Et bien en fait, pourquoi est-ce que je vous posais cette question? Parce que le 29 avril dernier, il y a eu le lancement d'une mission qui est partie sur la Station Spatiale Internationale avec, pour ceux qui le savent peut-être déjà, Thomas Pesquet qui a pris le commandement de la Station Spatiale Internationale. Donc un des seuls Français à avoir pris le commandement de cette station spatiale-là. Donc comme, quand même quelque chose à noter. Et donc sa journée, c'est ça qui arrive, c'est-à-dire que quand il se lève le matin, il se lève de son duvet où il s'est zippé toute la nuit dedans, puis son duvet est vertical. Donc c'est comme ça qu'il débute la journée. Je trouve que c'est quand même une drôle de façon pour commencer de dormir, tout simplement, parce que j'aurais jamais pensé que les astronautes dormaient verticalement.
Mais ce qui s'explique évidemment, puisque dans la station spatiale internationale, il y a beaucoup moins de gravité que ce qu'on peut avoir sur Terre. Donc ils dorment verticalement, puis ça leur pose pas de problème, puisque tous leurs muscles peuvent être complètement détendus. À la différence de nous sur Terre, on est obligé d'être couché, parce que si on était debout, on aurait tendance à justement tomber au sol à cause de la gravité. Alors que lui, il est juste vertical, puis il peut très bien se détendre dans sa verticalité et être tout à fait aussi détendu que dans un lit normal. Ensuite, donc, il va continuer sa journée, et puis là, on va arriver au petit déjeuner. Alors, il y a différents types d'aliments, faut savoir, sur une station spatiale, puis c'est des aliments qui sont vraiment choisis de manière très précise, notamment parce que ça a un coût astronomique d'envoyer ces aliments dans l'espace. Alors aujourd'hui, est-ce que nos invités, puis donc Charlie et Alexis et Solène, est-ce que vous savez quel type d'aliments il y a dans l'espace? Du coup, déjà pour commencer, est-ce qu'il y a des aliments frais, du genre des fruits ou des légumes ou des choses comme ça? Qu'est-ce que vous diriez? Non, moi je pense que c'est tout en poudre, ou au moins le 3/4. Donc Solène, toi tu dis tout réhydratable, quoi, tout lyophilisé. C'est ça, ce serait le plus concentré. Oui, ça ferait du sens, Alexis. Théoriquement, Charlie? tu payes chaque gramme, donc plus t'économises de grammes, moins ça coûte cher, donc ils devraient transporter le plus léger possible. Donc ouais, de la poudre ou des choses comme des rations militaires au final, ça serait un peu la même chose. Ok, Alexis? Moi, c'est pas de la poudre, ça va être vraiment de la purée. Très pas bien. si loin. Donc vous avez quand même pas mal raison, parce qu'il y a beaucoup d'aliments qui sont lyophilisés, donc ils catégorisent ça en aliments réhydratables, comme par exemple, pour donner des exemples, il y a le thé, le café ou le jus d'orange qui sont en poudre. Après, on a également des aliments thermostabilisés, donc ça c'est des aliments qui ont été traités pour pouvoir être conservés à température ambiante, parce qu'évidemment, si en plus il devait y avoir des frigos et des congélateurs sur l'ISS, j'imagine que ça deviendrait problématique. On a également des aliments irradiés. Donc je vous vois venir tout de suite, l'irradiation, vous dites pas que ça va rendre les aliments radioactifs, c'est pas du tout ça. On irradie les aliments dans ce cas-là vraiment pour enlever toute contamination possible, et encore une fois pour permettre la conservation à température pièce. Et il y a quand même des aliments frais qui sont amenés, donc notamment des bananes et des pommes, les exemples principaux qui sont donnés, qui sont amenés à chaque ravitaillement. Donc là, dernière nouvelle, quand la mission est partie le 29 avril, ils ont amené des aliments frais avec eux, c'est comme ça que la station spatiale se fait ravitailler. Et finalement, il y a également quelques aliments qu'ils appellent naturels, notamment des noix et des biscuits. Par contre, là, ça pose un problème assez important pour ce type d'aliments-là, c'est pour ça qu'il n'y en a pas tant, c'est qu'en fait, il faut faire très attention à une chose quand on est sur l'ISS et qu'on mange, c'est qu'il ne faut pas faire de miettes. Parce que les miettes, à cause du manque de gravité, vont pouvoir aller se loger partout, et quand on va avoir, un problème mécanique ou avec l'électronique, ça peut faire des ravages. Donc, deuxième partie de la journée, le petit déjeuner, c'est comme ça que ça se passe. Il faut aussi savoir que les rations qui sont envoyées, elles sont préparées à l'avance sur Terre pour vraiment matcher avec les goûts des astronautes. Donc ensuite on a la troisième partie, là on va aller se laver les dents. Une fois qu'on a mangé, on va se laver les dents. Et il y a encore une différence avec se laver les dents sur Terre, puisqu'en fait le dentifrice qui est utilisé par les astronautes de l'ISS, c'est un dentifrice comestible. Donc en fait, ils se lavent les dents en n'ouvrant pas la bouche, parce qu'encore une fois, si on ouvre la bouche, il va y avoir du liquide qui va sortir puis qui va se mettre à flotter devant votre figure. Et là, ils vont finir par finalement avaler leur dentifrice, qui encore une fois est comestible. Donc bon, j'imagine... En tout cas, je sais pas ce que j'aimerais. Je pense pas que j'aimerais ça, avaler mon dentifrice. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça dépend s'il goûte bon ou pas. Ouais, c'est ça, je ça sais dépend pas des s'il goûts. S'ils ont qu'un seul goût... Ouais. Juste après le lavage, ça fait un peu... Ouais, c'est pas très agréable. c'est pas naturel. Non, puis tu vas pas te reboire une petite tasse de café derrière, tu vois, café menthe là, goût pas très appréciable. Ensuite, une autre partie de leur journée, ça va être de faire de l'exercice physique aussi. Parce que ça, c'est sûr qu'avec le manque de gravité, encore une fois, les muscles ont tendance à perdre de leur volume assez rapidement. Donc ils font 2 heures de sport par jour. Mais moi, ce que je me suis demandé tout de suite, c'est comment est-ce qu'ils font ce sport-là? Parce qu'il n'y a pas de gravité, donc à quel point est-ce qu'ils peuvent vraiment faire du sport? En fait, ils ont un tapis de course et un vélo d'appartement, ou l'équivalent sur l'ISS. Donc le tapis de course, en fait, il se leste avec des poids. Et comme il y a quand même un minimum de gravité, ça leur permet de se maintenir sur le tapis et de pouvoir courir justement sur ce tapis-là. Puis c'est comme ça qu'ils font leur sport chaque jour. Donc encore une fois, là j'ai complètement appris des choses, je savais vraiment pas ça.
Et donc finalement, ça va conclure notre point sur la journée dans une station spatiale. Et je voulais aussi aborder un autre point qui moi, m'a intéressé, c'est le vieillissement également des astronautes qui sont sur l'ISS, parce que c'est quand même des personnes qui sont amenées à faire plusieurs missions, à y passer au total plusieurs mois, voire plusieurs années de leur vie. Et j'ai trouvé une petite info là-dessus que je voulais vous partager. Je sais pas si vous en aviez entendu parler, mais ça remonte à 2015, quand il y avait un astronaute qui était parti en mission, je pense pendant plus de 300 jours. Et il avait laissé son jumeau, qui était aussi employé par la NASA, sur Terre. Et il y avait eu des études de réaliser par rapport à qu'est-ce qui se passait justement, c'était quoi la différence entre les corps de ces deux jumeaux-là, qui sont évidemment des jumeaux homozygotes, donc des vrais jumeaux, ce qu'on appelle. Et ils avaient pu quand même remarquer qu'il y avait quand même des modifications dans l'ADN de l'astronaute qui était parti dans l'espace, et que même 6 mois après son retour sur Terre, son ADN et son génome étaient encore en train de compenser en fait justement ces modifications qui avaient eu lieu dans l'espace. Donc quelque chose de très intéressant, et qui évidemment serait à étudier davantage si on veut pouvoir un jour espérer vivre dans l'espace ou sur d'autres planètes. Et c'est notamment à ça que va servir en partie la mission qui a été lancée le 29 avril dernier, puisqu'il va y avoir entre autres des missions d'études, donc des études scientifiques, notamment pour suivre le comportement de certaines cellules souches du cerveau humain. Donc un projet qui est réalisé en partenariat avec le Centre d'aide au développement des activités en micro-pesanteur des opérations spatiales, et le Centre national d'études spatiales. Donc une grosse mission, j'espère qu'on sera tous, qu'on va tous apprendre de nombreuses choses des missions qui vont être réalisées sur cette station spatiale internationale. Et la politique s'invite également dans l'espace, puisqu'il y a eu également le premier module de la station spatiale chinoise qui a été lancé le 29 avril du nom de Tiangong, qui devrait être opérationnel en 2022. Donc on se retrouvera, écoutez, peut-être en 2022 pour davantage d'informations spatiales. Pour le déménagement, l'annexation de la maisonnée de la Station spatiale internationale. Si on veut rajouter, pour ceux qui aiment ces expériences de ce type-là, les impacts de certaines choses sur le corps humain, il y a eu une expérience qui a été menée en France il n'y a pas longtemps. On a enfermé des gens pendant 40 jours dans une grotte, sans notion de cycle, jour-nuit, etc. S'il y en a qui veulent aller se renseigner là-dessus, ça peut être intéressant. Ouais, on pourrait sûrement ajouter le lien là, dans la description de l'épisode. Moi, Julie, j'avais une petite question. Tu as parlé tout à l'heure là, de ravitailler l'équipage avec des pommes, mais tu as aussi dit qu'il n'y avait pas de gravité, donc je me demandais comment est-ce que les gens pouvaient faire pour avoir des nouvelles idées si les pommes peuvent pas tomber sur leur tête. Très bonne question, effectivement. C'est sûr que si on avait été dans ce cas-là, on aurait encore peu de connaissances, je pense, sur justement la gravité et le fait que la Terre tourne. Je tiens juste à dire que c'est une idée reçue, cette idée sur Newton. C'est vrai, Ouais, je pense que tu absolument, l'avais c'est vrai. démonté d'ailleurs dans un démon de ton mythe, non? Je crois pas que je l'ai démonté, mais c'était une bonne idée. Il a eu l'idée première, mais ça lui a pris 30 ans à développer sa théorie de la gravité quand même. D'accord, faut quand même préciser. Donc, bien, merci beaucoup, Julie, pour ta chronique. Je pense que ça fait vraiment un tour d'horizon, si je peux me permettre l'expression. Maintenant, on passerait avec l'entrevue avec Charlie et Solène. Oui, donc comme tu l'as présenté Alexis en introduction, ce soir on reçoit Solène Ritten, donc qui est doctorante en chimie des matériaux au laboratoire de matériaux organiques et hybrides avancés de l'université de Sherbrooke. Tu es en co-tutelle entre l'université de Lille et l'UDES, et comme l'a dit Alexis, tu es la gagnante de la finale de ma thèse en 180 secondes de l'université de Sherbrooke. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter puis nous présenter un petit peu ton parcours? Pour ce qui est de mon parcours, c'est un parcours assez classique. J'ai commencé donc après un bac en mention dans le domaine scientifique. J'ai poursuivi avec une première année en classe préparatoire aux grandes écoles. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, parce que je sais qu'au Québec il n'y a pas vraiment ça, c'est une classe qui qui est juste après le lycée et qui dure 2 ans et qui vient préparer pour faire les concours à obtenir après, pour rentrer dans les écoles d'ingénieurs, donc qui sont en 3 ans, et pour obtenir après le diplôme d'ingénieur. Moi j'ai fait une première année et puis j'ai pas du tout aimé
la façon de faire de la classe préparatoire. C'est différent de l'université. Et donc je suis repartie en licence 2 parce qu'il y a une passerelle en fait qu'on peut avoir entre la classe prépa et la licence. Donc là, pour ce qui est de la licence, je crois que c'est le baccalauréat ici. Et donc j'ai continué, j'ai fait ma licence 3, donc j'ai obtenu ma licence physique-chimie, et puis j'ai poursuivi avec un master de chimie, mention ingénierie des systèmes polymères. Et par la suite, j'ai poursuivi donc mon doctorat qui est en 4 ans, parce que c'est une co-tutelle et donc on garde les 4 ans imposés par le Québec, parce que sinon c'est 3 ans en France. Voilà. Mais voilà, donc j'ai poursuivi avec le laboratoire donc en France avec lequel j'avais déjà fait un stage pendant, donc c'est un stage de 6 mois, nous un master pendant la 2e année de master. Et j'ai poursuivi également donc avec le laboratoire de Jérôme Claverie au Canada. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de tes recherches? Là, on a parlé du contexte autour. Est-ce que tu peux nous parler de tes recherches Oui. plus particulièrement? Alors mes recherches, donc le titre d'une thèse peut changer à tout moment, mais pour l'instant c'est la formation de matériaux supramoléculaires à base de pile à arène et de polymère-bornène pour les plastiques du futur. Donc en fait, pour expliquer un peu plus en détail, donc c'est un peu ce que je dis dans ma thèse en 180 secondes, en fait on a des résines qui donc sont utilisées pour tout ce qui est dans les plastiques par exemple, et qui sont actuellement utilisés dans de nombreux domaines et qui malheureusement, la plupart des résines actuelles possèdent du bisphénol A qui est assez toxique en fait, à la fois qui est problématique pour la santé et pour l'environnement. Donc il y a déjà eu des lois qui ont été faites dans de nombreux pays à partir de 2015 pour essayer de retirer ce bisphénol A des résines. Donc il y a par exemple en France, ils ont fait une loi donc en 2015 pour retirer ce bisphénol A dans les emballages pour tout ce qui est biberon pour les bébés. Et également par la suite, ils ont continué en retirant tout le bisphénol A dans tous les emballages alimentaires. En revanche, pour ce qui est du Canada, là, c'est retiré tout ce qui est emballage pour les bébés, donc biberons, etc. Par contre, les emballages alimentaires pour nous, adultes, là, ça n'a pas été retiré parce qu'ils considèrent que la teneur en bisphénol A est trop faible pour que ça provoque des problèmes trop importants dans la santé. Et c'est quand même assez problématique, et puis surtout aussi pour l'environnement. Donc l'entreprise, enfin le laboratoire de Jérôme Claverie a donc essayé de modifier ça en créant une résine sans bisphénol et en gardant toujours les mêmes propriétés, les bonnes propriétés mécaniques qu'on peut retrouver sur les résines actuelles. Donc ils ont réussi à faire ça en utilisant du polymère-bornène justement, qui est une molécule qui a quand même de très bonnes propriétés mécaniques, mais l'inconvénient ici c'est que les résines qu'on obtient, elles sont très cassantes. Et c'est là que j'interviens. Donc en fait, je vais essayer de rendre ces résines moins cassantes, justement pour pouvoir les commercialiser, et pour cela j'utilise la chimie supramoléculaire, donc en utilisant mes piles à arène. En fait, la chimie supramoléculaire, ça va au-delà de la chimie moléculaire. En fait, la chimie moléculaire classique, ça fait intervenir des liaisons covalentes, donc de forte énergie. La chimie supra, elle fait intervenir des liaisons non covalentes, donc de faible énergie. Et dans la chimie supra, on a ce que l'on appelle la chimie hôte invitée. Donc on aura une molécule hôte et une molécule invitée. Donc la molécule hôte, c'est ce que j'appelle mon pile à arène. C'est une molécule qui va venir accueillir une autre molécule qui est invitée justement. Et grâce à ces liaisons non covalentes que l'on va venir rajouter dans le matériau, on va essayer de modifier les propriétés mécaniques des résines et donc de rendre ce matériau moins cassant. Alors ça peut modifier d'autres propriétés par la suite, hein. On peut des fois perdre certaines propriétés mécaniques ou les dégrader au profit d'autres, mais c'est justement ça que je vais essayer de faire, c'est de garder toutes les bonnes propriétés et d'en rajouter. Comment ça se fait qu'on s'en rend compte aussi récemment de toute l'histoire du bisphénol? Parce que moi, j'ai l'impression que ça fait 10-15 ans que mes parents ils m'en parlent, puis pour eux, c'était un problème. Pourquoi c'est aussi récent, les normes pour le limiter, etc. En fait, ça a toujours été, ouais, depuis oui, 2014-2015, c'est là où ils se sont rendus compte qu'il y avait quand même des problèmes. Après, entre 2014 et
à l'heure actuelle, ils ont fait quand même pas mal de recherches pour voir à quelle teneur on pouvait considérer que c'était assez toxique pour nous, pour notre santé. Et puis en fait, les entreprises, elles mettent un peu comme une visière. Tant que la loi ne passe pas, ils continuent à utiliser le bisphénol A. Et nous, en fait, en tant que scientifiques, on va au devant de ça. Donc on essaye de créer cette résine justement pour au moment où ça va être interdit, et on le sait, on pense que ça va être interdit, et bien là on va proposer nos produits. Après je sais qu'il y a eu depuis quelques années les entreprises qui ont essayé de chercher à modifier quand même ce bisphénol A, donc ils ont utilisé d'autres bisphénols, donc le bisphénol S ou encore le bisphénol F, qui donnaient de très bonnes propriétés mécaniques aussi à leur résine, mais ils se sont rendus compte que c'était aussi toxique, voire peut-être même pire. Donc ça n'a pas aidé. C'était pourtant une bonne idée. C'est dommage. Oui, c'est ça, voilà. Ils ont essayé. C'est parce que c'est pas cher, le bisphénol A, que c'est Oui, c'est utilisé ça, oui, aussi oui. massivement. Ouais, Oui. c'est ça. Bon, en général, la plupart du temps, en industrie, c'est ça le critère le plus important, Ah oui. on va dire. Ok, super, c'était vraiment intéressant, beaucoup de détails et tout, je pense que c'était assez clair. Est-ce que tu peux nous parler de peu plus de ton expérience autour de ma thèse en 180 secondes, peut-être tes défis pour toi, etc. Parce que c'est quelque chose qui nous touche ici à Bistro Brain, puisque la vulgarisation scientifique, c'est ce qu'on met en avant. Donc on est vraiment curieux d'avoir ton ressenti sur des événements justement de vulgarisation scientifique. Alors mon premier défi, ça a été la vulgarisation. C'est ce qui est le plus important un peu dans ma thèse en 180 secondes. Parce que avant de faire ma thèse en 180 secondes, pour moi, quand mes amis ou ma famille me demandaient qu'est-ce que je fais, dans quoi je travaille, quel est mon sujet, bon, si je leur dis directement le titre de ma thèse, ils vont pas comprendre grand-chose, hein, s'ils sont pas du tout scientifiques. Et même si on était scientifique, après il faut être aussi dans le domaine de la chimie. Et puis donc j'essayais souvent de leur faire comprendre, donc je disais juste que je travaillais dans les matériaux, et puis après ça s'arrêtait là, parce que j'arrivais pas vraiment à leur faire comprendre, surtout le domaine de la chimie supra, qui est quand même assez compliqué quand on n'a pas vraiment des notions même assez faibles en chimie. Tout ce qui est liaison covalente, non covalente, pour celui qui n'a jamais fait de chimie, c'est pas vraiment évident. On voit la tête d'Alexis pendant que tu parles un petit peu, là. Voilà, c'est pour ça. Et il faudra aller voir ma thèse en 180 secondes pour vraiment comprendre. Et donc je me suis dit, bon allez, je me lance, va falloir vraiment que je trouve une analogie pour vraiment faire comprendre la chimie supra, qui est vraiment pas évidente à faire comprendre. C'est un peu comme je disais à quelqu'un, quand c'est un autre sujet, par exemple tout ce qui est dans la faculté de médecine, c'est quand même un peu plus facile de faire comprendre les choses parce que souvent leur sujet c'est soit le cancer ou autre, et vraiment déjà le thème du cancer, on le comprend un peu mieux déjà, où on n'a pas besoin de trop le vulgariser entre guillemets. Que vraiment la chimie supramoléculaire c'est un peu plus difficile, et donc c'est pour ça que je me suis lancée là-dedans à faire ma thèse en 180 secondes, d'essayer de trouver une analogie. Puis j'ai trouvé celle-ci parce que en fait c'est vraiment ça le pile-arène, parce que l'analogie, donc je vais le dire, mais l'analogie que j'ai choisie c'était le mariage, et j'ai trouvé ce thème-là parce que justement le pile-arène et mes molécules, en fait l'insertion hôte-invité, c'est comme si pour moi c'était un doigt avec un anneau. Et c'est là où je me suis dit, bon bah une alliance, bon bah allez on part sur le mariage, et l'homme, enfin une personne et une autre qui viennent s'assembler et devenir plus forts. Et donc c'est là que c'est parti. Et puis après je me suis dit, bon souvent un peu, ma thèse en 180 secondes ça peut être un frein pour les personnes qui ne sont pas à l'aise à l'oral. Et souvent il y a des personnes qui sont très bonnes en vulgarisation, qui arrivent vraiment à vulgariser leur sujet, et malheureusement elles ne peuvent pas le faire parce que elles ont du mal à parler à l'oral, et c'est vraiment dommage. Et là, comme je suis pas non plus, je peux stresser de temps en temps, mais je suis quand même assez à l'aise, on va dire, à l'oral, quand bon, j'ai toujours le stress du début, mais après, quand je suis lancée, ça me dérange pas. Donc je me suis dit, bon, bah, si j'ai pas ce frein-là, je me lance, et puis on verra bien ce que ça donne. Ouais, je pense que tu as bien mis le doigt sur la difficulté, je pense, quand on a quelque chose de très compliqué à faire comprendre, c'est de trouver la bonne image, la bonne métaphore, où la Ouais, personne c'est que ça. tu as en face va juste faire
Ah ouais, j'ai compris quand tu me l'as expliqué comme ça et tout. C'est un beau défi. Pour les curieux, on mettra le lien vers ta présentation dans la description de Ok. la vidéo YouTube et sur Spotify si tu es d'accord avec ça. Oui, c'est bon. Puis, dernière petite question. On a parlé de vulgarisation scientifique. Selon toi, c'est quoi la place qu'elle devrait occuper dans notre société? On a quand même mis en évidence que c'était important, mais selon toi, ça serait quoi la place qu'il faut lui donner? Alors c'est une grosse question. Pour moi, il faudrait lui donner une très grosse place dans la société et elle n'est pas assez importante, je trouve, dans la société actuelle. Pour moi, en fait, il y a différents niveaux de vulgarisation. Il y aura le niveau de, par exemple, moi en chimie, si on a des séminaires en chimie, on va venir vulgariser juste pour les chimistes, donc on va dire, une faible vulgarisation qu'on va faire, parce qu'il y a déjà des personnes qui vont comprendre ce qu'on fait dans le domaine. Et après, on a aussi une deuxième étape de vulgarisation, c'est pour faire comprendre à tous les scientifiques qui sont dans des domaines différents, que ce soit la physique, les mathématiques, etc. Et puis après, on a encore un troisième niveau qui est de vulgariser pour le grand public, donc ceux qui ne sont pas scientifiques, ceux qui sont dans d'autres domaines d'expertise. Et je trouve que les deux dernières vulgarisations, elles sont pas assez présentes dans la société. Et je trouve que c'est vraiment dommage parce que, par exemple, de pouvoir vulgariser au grand public, c'est important parce que, par exemple, ça peut donner même un coup de cœur aux gens qui aimaient cette matière à l'époque, mais elle est devenue trop compliquée. Alors peut-être qu'ils essayent de comprendre des fois certains séminaires, par exemple dans le domaine de la chimie, hein, je garde toujours mon domaine en exemple, mais par exemple, qui veulent suivre un séminaire, ils se disent bon j'aime bien la chimie, j'aimerais bien comprendre, mais comme nous on vulgarise pas assez dans nos séminaires, bon bah ils s'arrêtent là et ils vont pas plus loin, alors que ça pourrait peut-être leur ouvrir à une nouvelle voie. Et aussi dans tout ce qui est domaine de vulgarisation scientifique large, donc pour tout ce qui est dans tous les domaines scientifiques, je trouve que ça devrait être un peu plus important aussi parce que des fois il y a des thèses qui sont faites et qui englobent beaucoup de domaines. On peut avoir des thèses où on a à chaque fois on peut avoir la chimie, la biologie, la physique, le génie qui sont regroupés. Et je pense que de pas avoir assez vulgarisé nos différents domaines, eh ben on peut avoir des sujets qui n'ont pas été réalisés ou qui n'ont pas été proposés parce que justement on a cette lacune dans un certain domaine et ce serait important que quelqu'un qui est expert par exemple en génie vienne nous faire une vulgarisation pour qu'on comprenne un peu mieux le sujet et que là on se dise ah bah j'ai une idée, pourquoi on ne viendrait pas réunir nos projets. Et justement ça se fait pas assez et c'est vraiment dommage je trouve. Je pense que tout le monde autour de la table là, est d'accord avec toi Très, très, très à d'accord. 100%. C'est notre mission aussi, pas qu'à nous, mais à un ensemble d'organismes et d'associations qui gravitent autour de la vulgarisation scientifique. Bah écoute, un gros merci, c'était super intéressant tout ce que tu nous as dit. Ça rejoint pas mal, comme on te disait, nos objectifs, etc. Donc on était vraiment content de t'avoir. De rien. Puis une prochaine fois. Oui, Puis à une Alexis, prochaine. je te laisse la parole pour le mot de la fin. Ben oui, merci beaucoup Solène pour l'entrevue. On est toujours content d'aller à la rencontre d'autres personnes comme nous qui ont à cœur là, cette promotion de la science claire et efficace et engageante également. Donc, c'était le dernier segment de l'émission de ce 7e épisode de La Tête à Papineau. Donc, en terminant, ben, j'aimerais remercier notre auditoire, vous qui nous écoutez, qui êtes fidèles au poste. On fait aussi un merci spécial à l'équipe, Julie et Charlie. Et en dernier lieu, ben, merci encore une fois, Solène, pour ta contribution. On te souhaite vraiment une bonne poursuite dans tes projets académiques et personnels de vulgarisation scientifique. Je vous invite également notre auditoire à nos deux prochains 7 à 9. Le premier aura lieu le 12 mai et portera sur le thème de la santé mentale. Et également le 26 mai, on se voit cette fois-ci sur la thématique de l'environnement. Et en dernier lieu, ben, je vous invite tous et toutes à passer le mot sur notre podcast qui est quand même encore tout jeune et on le fait pousser sur différentes plateformes. Mais si vous pouvez passer le mot à un ami, c'est clair que ça va nous aider. Donc là-dessus, ben, je souhaite un très bon mois et on se revoit à la prochaine. Merci.